Salut à tous et bienvenue dans cet échange. Alors aujourd'hui, j'accueille Adrien et ensemble, on va parler de la posture. Qu'est-ce que la posture? Pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser et quel est son lien avec la performance? Donc Adrien, je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse te présenter, puis ensuite, on pourra parler de tout ça ensemble. Eh ben, merci pour ton invitation. Moi, je m'appelle Adrien Chartier, je suis préparateur physique depuis 2004, d'abord dans les sports de combat, après les sports de force. Et au cours de toute mon évolution, je n'ai cessé d'aller apprendre pour perfectionner mes acquis, pour essayer d'apporter le mieux, du mieux possible à mes athlètes, tu vois. Donc, je suis allé me former dans l'univers du mental, préparation mentale, sophro-hypnose, etc. Et puis, surtout dans l'univers de la neuro, j'ai fait la neurologie fonctionnelle, les réflexes archaïques, la posturologie clinique, un peu partout dans le monde, avec énormément d'organismes de formation. Et en faisant tout ça, bah, ça a permis de tisser euh, des liens qui sont indéniables, en tout cas entre la neuro, la posture, les réflexes, etc. Et c'est ce qui nous a amené, avec Sébastien et Romain, à fonder Labo RNP. Labo RNP, on forme des coachs, des thérapeutes à l'amélioration du mouvement et l'optimisation de la performance chez les sportifs. Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et donc, comme c'est vraiment ton domaine de prédilection, est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui nous écoutent ce que c'est que la posture, la différence entre la posture et la position, parce que c'est des termes qui sont parfois mal compris et du coup, on travaille peut-être pas de la bonne façon quand on veut travailler sur la posture et qu'en fait, on travaille plutôt sur sur la position. Yes. Alors, je pense que les mots sont importants. Euh, si on dit en 2023 que dès que tu fais un entraînement sportif, ça entraîne de l'acide lactique, tu sais, dans ton corps, bah, on se trompe. Bah, c'est exactement pareil avec la posture et la position. La posture, elle est inconsciente. Donc, en fin de compte, comme je me tiens sur ma chaise ou comme je me tiens devant une barre de soulevé de terre, ben, c'est inconscient. Tu vois, mon corps va prendre la position qui lui semble la plus économique à l'instant T. Ok? Parce que le cerveau, c'est un grand fainéant. Et le cerveau, ben, plus il va compenser pour te faire économiser de l'énergie, mieux ça sera. La position, c'est, tiens, je suis devant ma barre et je prends conscience qu'en fin de compte, il faut ben, que je verrouille mes scapulas, mes épaules, que je sois gainé, que je mette bien mes pieds, etc., sous la barre et que je vais devoir faire mon extension de hanche, etc. Ça, c'est une position. Donc, je prends conscience du mouvement que je vais devoir mettre en place. Je suis sur ma chaise, je suis complètement avachi, le dos rond, voûté, etc., la tête vers le bas. Ben, la position, ça va être de dire, tiens, il faut que je me remette droit. Ok, là, je vais être droit. Mais par contre, comme c'est sur l'instant T, je vais pas pouvoir le tenir pendant 2, 3 heures, etc. À un moment, inconsciemment, mon cerveau va remettre en place des mécanismes pour que ça soit de nouveau plus facile. Tu vois. Et donc, si je prends l'exemple du CrossFit avec les Metcon qu'on retrouve à la fin d'une séance, une personne qui va être devant sa barre, qui va devoir faire des épaulés, bah, au début, elle va faire attention à sa position, donc elle va être gainée, etc. Mais au fur et à mesure de l'avancée de ce bloc métabolique, la personne elle va devoir faire peut-être un enchaînement d'épaulés, un enchaînement de burpees, de traction, etc. Bah, la fatigue va faire en sorte que la position se dégrade. Tu vas plus vraiment conscientiser le fait qu'à chaque fois il faut être bien gainé, etc. Et là, tu vas repartir sur la posture, quelque chose d'inconscient. Et le cerveau, il se dit, OK, bah tiens, il va falloir que j'aille le plus vite possible, je vais m'adapter, je vais créer des compensations, etc., etc. Donc voilà, la posture, c'est inconscient. On ne peut pas la maîtriser. Il faut passer par des process qui sont complètement différents. La position, c'est quelque chose que je peux tenir à l'instant T, mais ça va être court terme. Ça va pas être sur le long terme. Ok, c'est super clair, je pense, pour tous les gens qui nous écoutent. Et donc, en fait, ça veut un peu dire que tout ce qu'on nous a beaucoup dit étant petit, pense à te tenir droit pour te redresser. En fait, ça peut marcher sur un instant T, mais par contre, sur du long terme, c'est pas en pensant tout le temps à redresser la poitrine, à resserrer les scapulas que ta posture, en fait, va devenir, enfin, que cette position va devenir une posture, en fait, parce que c'est géré par le système nerveux. Ouais, alors je vais juste euh, comment dire, bal- Mhm. contrebalancer le truc. Donc, effectivement, si on adopte des mauvaises postures, qu'on est dos voûté, etc., qu'on a du mal
à venir stimuler certains muscles. On voit souvent une posture arrondie, tu sais, que ça soit dans la vie de tous les jours, arrondi à la chaise, arrondi quand j'attends quelqu'un, arrondi quand je suis sur mon téléphone, arrondi quand je marche, quand je travaille, etc. Et on le voit aussi dans la salle de sport, arrondi quand je fais mon soulevé de terre, j'ai tendance à m'arrondir quand je fais mon squat, etc. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus parce que dans nos acquis développement moteur, ben, on a peut-être moins stimulé nos extenseurs comme nos ancêtres ont pu le faire. Parce qu'ils étaient souvent dehors, euh, ils ont peut-être exprimé plus de motricité, ils avaient peut-être moins de choses qui les entraînaient aussi vers l'avant, et donc du coup, ils étaient plus droits. Donc peut-être que ces extenseurs, on les a moins bien développés dans l'enfance, et il va peut-être falloir retravailler dessus par la suite. Euh, pour autant, quand je me force à me tenir droit, et si je le fais régulièrement dans la journée, ça envoie déjà une sorte de boucle rétrocontrôle à mon cerveau en disant, tiens, j'essaie de corriger quelque chose qui est peut-être pas normal. C'est de la proprioception finalement. J'améliore mon corps dans l'espace, tu sais, et dans le temps. Mais alors, il va falloir le faire énormément de fois pour que ça s'ancre. Il faudrait presque avoir un post-it, tu sais, près de ton ordinateur, et à chaque fois que tu vois le post-it, ah tiens, il faut que je me tienne droit. Mais c'est compliqué de le faire comme ça. Et il faudrait du coup, que ton système défaillant, ça soit vraiment un propriocepteur, notamment un mécanorécepteur, pour te donner l'information de OK, maintenant, ça va être acquis et je vais rester droit. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, tu vois. Donc, on a plusieurs récepteurs sensoriels qui font qu'on peut améliorer notre posture. Les propriocepteurs, dont il y a les mécanorécepteurs, ça en est une mince partie. Et donc, il va falloir agir sur plusieurs choses pour améliorer tout ça. Ok, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va impacter la posture? Parce que là, tu viens de nous donner une petite piste. Tu nous as dit au début que la posture, en fait, elle était gérée. En fait, on ne pouvait pas y penser tout le temps parce que c'était géré par le système nerveux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui impacte la posture de manière globale? Est-ce que le visuel impacte? Est-ce que la mâchoire impacte? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bon, en fait, tout impact, toute problématique qu'on va rencontrer dans notre vie, la moindre blessure, le moindre trauma, le moindre stress, tout va avoir un impact sur la posture. Et après, il y a des choses qui vont permettre de réguler la posture. En fait, il faudrait voir le cerveau, c'est comme un entonnoir. Tu sais, c'est un entonnoir, tu mets plein de choses dedans. Je vais mettre un peu de stress, je vais mettre ma nutrition, je vais mettre mon sommeil, mais je vais mettre aussi les bonnes informations qui vont entrer et qui vont me permettre de réguler tout. Le système visuel, la proprioception, le système vestibulaire qui gère l'équilibre. Et tout ça, ça va apporter plein d'informations au cerveau. Le cerveau, lui, au bout de l'entonnoir, il va filtrer ça. Et va se dire, cette information, elle est bonne, cette information, elle n'est pas bonne. OK? Et finalement, ce qui va en sortir, ça va venir comme sur une balance. Et ce qui est bon, ça va potentiellement améliorer ma posture. Ce qui n'est pas bon, ça va diminuer, si tu veux, mon tonus postural. Ça va me demander beaucoup trop d'énergie. Et le problème, c'est que le cerveau, plus il va prendre d'énergie, plus il va compenser pour limiter cette perte d'énergie. Parce que le cerveau, c'est un grand compensateur et c'est un grand fainéant. Le problème, c'est qu'à force de compenser, de compenser, de compenser, on va arriver sur des zones où, tu sais, le cerveau, en fait, il va se sentir en danger. Le cerveau, il a besoin. La première chose que le cerveau se demande, en fin de compte, c'est est-ce que autour de moi, c'est safe? Tu sais, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? C'est la première chose qu'il se demande. Mais si à chaque fois, il fait que compenser parce que pour lui, tu as une mauvaise alimentation, c'est dangereux. Tu as un mauvais sommeil, hop, c'est dangereux. Tu vois, la balance, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et au final, on va appuyer sur ce qu'on appelle le buzzer de survie. Et c'est là où on va se retrouver avec des tensions, des douleurs, des limitations d'amplitude, des mauvais mouvements, une mauvaise posture. Tu vois. Et donc, on va apporter plutôt, on va essayer de limiter déjà les choses qui sont mauvaises. Donc, on va améliorer le sommeil, on va améliorer la nutrition, etc. Et on va essayer aussi d'optimiser ce qu'on appelle les inputs sensoriels. C'est les informations qui entrent directement dans le système nerveux et qui vont lui dire, OK, ça, en fait, compte, tout ce que je fais autour de moi, c'est sécuritaire. Et là-dedans, tu as notamment les yeux, le système visuel, qui impacte 70 à 90% du système nerveux. Tu as aussi le système proprioceptif, le système vestibulaire, mais tu as aussi la mâchoire aussi, parce que ça peut être considéré comme un capteur de la posture, le pied,
Enfin bref, il y a tout plein de capteurs qui là entrent en compte et qui vont nous permettre d'optimiser la posture à long terme. Hyper, hyper intéressant. Et tu peux nous parler un petit peu, très globalement, du lien entre, parce que la posture, au final, tout impacte. Alors, évidemment, il y a des récepteurs sensoriels, etc., sur lesquels on peut venir travailler plus ou moins précisément, mais Hmm. tout impacte, comme tu l'as dit. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien entre l'émotionnel et la posture? Euh, il est très fort. Je vais donner l'exemple d'une personne, je pense que c'est le premier impact que ça m'a donné en consultation. J'ai une personne qui vient me voir, des grosses douleurs d'épaule, tu vois, vraiment grosses douleurs à l'épaule, mais depuis longtemps, ça faisait 2 3 ans. Donc, quand je fais un bilan, je fais une anamnèse, etc. Bon, je voyais qu'elle me disait des choses, mais pas tout de la personne, tu vois. Il y avait des choses qui manquaient, des informations qui manquaient. Donc, je fais mon bilan normal, donc ça dure à peu près une heure et demie. Euh, et puis à la fin du bilan, je me dis, waouh, tu vois, j'essaie toujours pendant mes bilans, donc je fais un constat, on cherche la cause du problème, tu vois, on cherche pas le j'ai mal à l'épaule, ça reste une information. Je cherche pourquoi elle a mal à l'épaule. Quels sont les capteurs qui vont être autour de ça qui vont être défaillants. Et donc, j'essaie de corriger ces capteurs et j'ai aucune amélioration. Et là, je me dis, ouais, c'est quand même pas normal. Quand je teste les nerfs crâniens aussi, donc qui sont dans le tronc cérébral et qui ont un fort impact sur la posture, je me dis, ouais, c'est un peu le bazar, tu vois, dans les nerfs crâniens. Et quand c'est le bazar, c'est souvent le signe qu'il y a une problématique émotionnelle. Donc là, à la fin, je commence à lui poser des questions, ben, d'aller plus en profondeur sur l'émotionnel. Et tu sais, les gens, ils te disent rarement en première instance, bah, j'ai eu un trauma dans ma vie, etc., etc. Et donc, je lui demande, mais au moment où tu as eu mal à l'épaule, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et, mais dis-moi franchement ce qui s'est passé. Est-ce que tu as vécu un trauma? Et tu vois, j'y vais franco parce que sinon, les gens, ils vont pas me répondre franchement. La personne me dit, ben, j'ai vu mon meilleur ami se faire assassiner devant moi. Ok. Et donc, depuis, je suis bloqué. Ok. Et, mais ça s'est empiré par la suite. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah, 6 mois ou un an plus tard, je suis rentré chez moi et mon petit ami s'était pendu, c'est moi qui l'ai découvert. Ok. Et donc, je vais donner un petit exercice à faire sur un réflexe émotionnel lié au traumatisme. Et je lui ai dit, bah, écoute, va prendre rendez-vous avec soit un psychologue, soit un sophrologue, soit un hypnothérapeute, etc. Tu vois, enfin bref, va prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va t'aider. La personne est allée voir donc, bah, une amie qui est kiné hypnothérapeute. Et au bout de 2 rendez-vous, la personne n'avait plus du tout de douleur aux épaules. Et fini. Tu vois? Parce que la problématique, là, c'était un peu, tu sais, comme quand tu as des problèmes, tu dis, j'ai l'impression d'avoir tout le poids du corps sur mes épaules, tu sais. Bah, je pense qu'elle l'avait pleinement. Le truc, c'est que, tu sais, tout ce qui gère les émotions, c'est l'amygdale, pas celle qu'on a au fond de la gorge, celle qu'on a dans le cerveau. Donc l'amygdale, elle prend des informations sensorielles. Et c'est elle qui est le gros régulateur de nos émotions, mais qui gère aussi tout ce qui est l'anxiété, etc., etc. L'amygdale, elle est voisine avec l'hippocampe, et l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire, tu sais. Et l'amygdale, elle va communiquer avec l'hippocampe, et dès qu'il y a quelque chose autour de toi qui ne te semble pas sécuritaire, ça va envoyer tout de suite des informations entre les deux, et puis après, il va y avoir des circuiteries différentes qui sont complexes, mais on va passer outre, et on va aller directement à la fin de ce circuit. Et quand tu arrives à la fin de ce circuit, donc l'amygdale, elle se dit, ouh, quelque chose n'est pas bon pour moi, j'ai du stress, j'ai de l'anxiété, j'ai un trauma, etc. Ça va projeter directement sur le tronc cérébral. Et comme je disais tout à l'heure, le tronc cérébral, c'est lui qui va décider bah, de comment tu vas bouger, etc. C'est lui qui va donner l'information, qui va être le régulateur et qui va te dire, OK, bah tiens, je suis capable de faire ça, d'utiliser l'équilibre, etc., etc. J'essaie de schématiser et de rendre ça très vulgaire, hein, donc m'en voulez pas pour les aficionados. Et le problème, c'est que comme l'amygdale, donc les émotions projettent directement sur le tronc cérébral, si je suis trop impacté, les informations vont être très mauvaises et donc ça va bah, me donner des problématiques diverses. Et comme le tronc cérébral, c'est le premier régulateur de la douleur et des émotions, tu vois, donc ça va impacter la posture grandement. Donc oui, le stress, c'est un gros problème, surtout de nos jours où, honnêtement, j'ai près de 100% des gens qui viennent, qu'on voit en consultation, qui ont une problématique liée au stress.
Il y a eu des traumas où il y a eu du stress parce que, bah, tu sais, la vie professionnelle, la vie sentimentale, l'inflation, il y a eu le Covid, etc. Mais tout ça, ça joue, tu vois, sur l'impact émotionnel des gens. Et malheureusement, bah, ça crée beaucoup de problématiques posturales. Donc, même une des choses que moi, je priorise dans mes suivis. C'est ouf parce que tu vois, j'ai beau avoir cette vision-là de le corps fonctionne en chaîne, mais même pas que le corps, l'humain en fait. On est vraiment un ensemble systémique où l'émotionnel va influencer sur le corps, le mouvement, la posture, etc. Mais tu vois, j'ai beau travailler avec cette vision-là des choses, le réentendre encore une fois, je me dis que c'est un truc de ouf et ça montre bien Ouais, que ça montre clairement que parfois, des fois, tu vas avoir une problématique structurelle, tu vas mettre en place un protocole avec un athlète, tu vas mettre en place 10 000 trucs, ça va peut-être pas marcher, mais peut-être qu'en fait, il y a un truc émotionnel, il y a un trauma derrière qui fait que le corps, en fait, il réagit en conséquence. C'est un truc de ouf à quel point tout influe. Tu vois, même quand tu commences à t'intéresser un petit peu à la chromathérapie, tout ça, c'est ouf de voir que une couleur, ça peut venir agir sur ta performance, etc., etc. C'est dingue quand même. ouais, ça va dépendre ça des débalancements interhémisphériques. C'est encore un autre Ouais, chapitre. ouais. Les débalancements interhémisphériques, c'est super intéressant. Et on sait qu'en fonction des problématiques que tu vas avoir, tu as certaines couleurs, parce qu'en fin de compte, tout est fréquence. Tu vois, moi, j'ai des fréquences, mon ordinateur a une fréquence, ma table a une fréquence. C'est comme ça, tu vois. Je suis pas assez bon en physique pour bien l'expliquer, mais en gros, tout a une fréquence sur Terre. Et en fonction bah, des problématiques, on va dire des immaturités hémisphériques que tu peux avoir, des problématiques au niveau des différents lobes cérébraux que tu peux avoir, bah, tes fréquences vont peut-être être modulées. Et chaque couleur va apporter une fréquence différente. Et donc, si tu veux, bah, pour stimuler euh, mon cerveau gauche, je sais que je vais avoir besoin de telle ou telle couleur qui vont permettre d'améliorer un petit peu ces débalancements interhémisphériques. Et donc, tu vois, souvent, les gens bah, qui sont stressés, je prends l'exemple d'eux parce qu'on a commencé avec eux, et qui vont me dire, tu sais, ils vont venir déjà, ils vont être habillés tous de la même couleur. Et puis leur voiture, elle est aussi de la même couleur. Tu sais, ils ont une préférence pour cette couleur. C'est pas par Et ben, hasard. c'est souvent criant de vérité. Ouais, c'est pas par hasard. C'est vraiment pas par hasard. Tu vois, moi, j'ai une personne qui est venue me voir. Donc, elle a un gros trauma. Enfin, un gros trauma. Trois gros traumas dans sa vie. Et je les enchaîne vraiment, hein, les personnes avec des traumas. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles viennent me voir parce qu'elles ont des traumas? Je pense pas parce que j'en fais pas la pub. Mais peut-être aussi parce que j'ai une lecture qui me permet bah, d'aller creuser peut-être un petit peu là-dedans. Et du coup, j'en ressors pas mal. Une personne qui vient me voir avec trois gros traumas, et quand je fais les tests, je m'aperçois qu'il y a une couleur qui matche de ouf avec elle. Et la personne elle me dit, mais c'est marrant, mais cette couleur, elle est partout dans ma vie. Mais parce qu'en fait, quand elle en a besoin, et inconsciemment, bah, elle va chercher cette couleur. Sa voiture, elle était de la couleur dont elle avait besoin. Tu vois. Et à force de travailler avec elle, on a complètement switché de couleur. Tu vois, tu as certaines couleurs, certaines gammes de couleurs qui vont pour le cerveau gauche, certaines gammes de couleurs qui vont pour le cerveau droit, et on a complètement switché de couleur avec la personne. Et elle me disait, moi j'ai envie de vendre ma voiture. Donc c'est quand même assez fou. Donc voilà. Et l'émotionnel impacte énormément de choses. Et je pense qu'on n'en a pas assez conscience, notamment les traumas. Moi, quand je vois quelqu'un qui a des grandes pertes d'équilibre, qui a des gros problèmes d'équilibre, donc le système vestibulaire est fortement impacté, bah, je vais me renseigner sur potentiellement les traumas qu'elle a vécu dans sa vie. Parce qu'il y a un gros lien entre l'anxiété, le stress, les traumas et le système vestibulaire. Et là, il y a, il y a des études scientifiques à foison qui sont disponibles sur PubMed pour venir argumenter tout ça, quoi. Et Ouais. ça, c'est des constats terrain, tu vois, à la base. C'est Mhm. des constats terrain. Tu vois des trucs sur le terrain, tu dis, waouh, c'est pas normal. Et moi, j'aime pouvoir creuser et comprendre. Voilà. Mais pour la petite, entre guillemets, anecdote, j'ai travaillé avec une athlète il y a 1 an et demi à peu près. Elle m'a contactée parce qu'elle ne savait pas pourquoi, mais
d'un coup, en fait, sur un moment, elle a un shift au squat qui est apparu et une grosse restriction de mobilité à la hanche gauche. Elle n'arrivait pas à descendre en fait sur son squat sans vraiment forcer. Et après ces séances, tu vois, elle avait des douleurs, etc., etc. Elle avait beau faire de la mobilité, des étirements, tout ce qu'elle voulait en fait. Même si sur le moment ça allait, après la restriction, elle revenait. Et en fait, j'ai travaillé un petit peu avec elle, tout ça. On a mis des choses en place, mais ça fonctionnait pas comme je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte de quoi. Donc, j'ai suspecté énormément pour plein de raisons qu'il y avait un gros truc émotionnel derrière. Euh, Mhm. je l'ai réorienté. Et en fait, j'ai appris, surprise, que cette personne avait subi une agression sexuelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les restrictions de mobilité au niveau de la hanche ont commencé à apparaître. Et en fait, bah, pour moi, c'est pas du tout un hasard. Forcément, le corps, il réagit. Il y a une restriction à ce niveau-là parce que le système nerveux, il se protège parce qu'il y a eu un gros trauma. Et tu as beau vouloir travailler autant que tu veux avec du structurel, etc., ça va peut-être marcher sur un court, moyen terme, mais au long terme, en tout cas, ça ne marchera pas. Et peut-être que ça amplifiera même la problématique. Donc, en fait, l'émotionnel, ça influe, mais énormément, quoi. Ouais. Et puis c'est pas si facile à traiter que ça. Tu vois, il y a même des études qui viennent argumenter dans cette lignée-là, qui disent le traitement par la psyché n'est pas suffisant, tu vois, au niveau mental. Donc le traitement, aller voir un psy, etc. Nous, on a une façon de mettre en place les choses. On appelle ça la méthode bazooka, tu sais, où on vient travailler énormément de choses en même temps pour permettre à la personne d'améliorer justement son trauma, son stress, etc. Mais on sait aussi que l'hippocampe, c'est quand même bien fait le cerveau, hein. Mais pas tout le temps, mais c'est quand même bien fait. Mais pour se rappeler tu sais, t'as vécu une agression, c'est un gros danger. T'as pas, ton cerveau, il est prédictif, il n'a pas envie que tu aies de nouveau cette agression qui se passe. Donc ton cerveau, il va super bien te protéger. Et pour ça, il va se rappeler. Et donc l'hippocampe, qui est juste à côté de l'amygdale là-haut, ben, l'hippocampe est vraiment très fort. Il se rappelle de énormément de choses. Surtout quand il y a eu un gros danger, un gros stress, etc. Et des fois, tu dis, tiens, j'ai réussi à traiter l'émotionnel. Et 6 mois plus tard, il revient, il fait, coucou, je suis encore là. Parce que, bah, il n'y a pas de il y a pas de vraie solution, malheureusement, tu vois. On sait qu'un trauma ou quelque chose qui peut être vécu, tu sais, comme un stress post-traumatique. Et ben, malgré le fait que tu vas le traiter là, à l'instant T, que tu vas le faire de manière globale, que tu vas vraiment mettre le maximum pour le traiter, tu sais que potentiellement dans 6 mois, un an, il va falloir de nouveau retravailler dessus. Parce il y a une mémoire de ce danger, etc. Donc voilà, ça c'est compliqué. Et ça, pour l'instant, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de solution. Quand tu regardes les dernières recherches qui sont faites là sur les syndromes de stress post-traumatique, euh, ils savent toujours pas comment traiter ça sur le long terme. Par contre, on peut faire des choses tout de suite. C'est quand la personne vit son trauma immédiatement, il y a des choses qu'on peut faire pour permettre à la personne d'absorber un petit peu son trauma. Et après, au niveau du travail, de ce qu'on peut mettre en place, il y a des outils qui vont nous aider à mieux vivre avec. De toute façon, Mais c'est compliqué. ouais. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. De toute façon, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre quand tu travailles avec un individu. C'est-à-dire que si tu travailles que sur le structurel pour résoudre une problématique, alors peut-être que ça va fonctionner, mais dans la plupart des cas, des fois, il va falloir travailler aussi sur des RA, sur des entrées sensorielles, sur l'émotionnel, parce que comme on l'a dit au début, en fait, on fonctionne vraiment comme un ensemble, tout influe. Ouais. Donc, c'est rarement la cause de un truc, tu vois, ce qui se passe. Ouais, alors il faut comprendre un truc. Moi, j'aime bien prendre la définition, tu sais, de la santé qui est donnée par l'Organisme mondial de la santé. C'est très simple, tu vois. Euh, c'est la santé. C'est pas parce qu'en fin de compte, t'as pas un handicap ou une infirmité que tu es en bonne santé. Il faut réunir trois piliers, trois approches qui sont le mental, le social et le physique. Donc, en fin de compte, tu t'aperçois que tout est lié. Et une personne, tu sais, quand bah, tu te fais larguer, tu vois, par ta copine, par ton copain, etc., tu te fais larguer. Ça va impacter ton moral, tu vois. Tu vas dire, oh mince, voilà, je suis triste, etc., etc. Bah, souvent, qu'est-ce qui se passe?
tu as peut-être tendance soit à te renfermer sur toi et puis tu vas plus bouffer, ou alors à beaucoup plus sortir avec tes copains, tes copines, et bah, tu vas essayer d'oublier, donc tu vas sortir à gauche, à droite, etc. Et donc, dans les deux cas, bah, tu peux être un peu plus fatigué. Et puis, tu peux commencer à prendre un peu de poids parce que tu fais un peu moins attention à toi. Et là, du coup, bah, ça vient impacter aussi la sphère physique. Donc, tu vois, sur une même problématique qui à la base est sociale, on, tu as une séparation, ça impacte ton mental, ça impacte ton physique. Ou demain, tu es un athlète, tu te blesses, tu peux plus faire ton entraînement. Tu peux plus faire ton entraînement peut-être pendant un mois, 2 mois parce que c'est une grosse blessure. Ben, ça impacte ton corps, ça impacte aussi ton mental parce qu'à un moment, bah, ça te stresse. Et quand tu es trop stressé, quand tu peux plus bouger, que tu vas plus à la salle de sport, ça impacte aussi tes relations, tu sais, ton social. Donc voilà. Donc tout ce qu'on fait, en fait, a un impact sur plusieurs sphères de la santé. Et donc, si on veut bah, améliorer ça, il va falloir travailler sur toutes les sphères. Quand moi j'ai une personne qui vient me voir, je vais pas travailler que sur ses réflexes archaïques ou que sur son moteur, contrôle moteur, ou que sur son côté psyché, tu sais. C'est vraiment OK. Mais on va mettre en place aussi des choses d'un point de vue social. Essayer de revoir des amis. Essayer d'apprendre un instrument de musique. Alors moi j'adore la musique, tu vois, j'en fais depuis que je suis petit et je pense que la musicothérapie est quelque chose de vraiment bien. Donc je me dis tiens mais va écouter, va à un concert, fais-toi plaisir ou va écouter de la musique, ou essaye un instrument de musique. Tu vas en plus améliorer tes apprentissages et ça va te permettre d'améliorer tous ces process. C'est marrant ce que tu me dis là parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Je travaillais avec un athlète et il avait des petites douleurs un petit peu au quotidien. Et il est parti en vacances. Et quand il est revenu de vacances, il m'a dit, ah, j'ai plus de douleurs. Je pense que vraiment le travail, enfin l'arrêt du travail, ça m'a fait du bien. Alors certes, il y a le travail qui faisait plus, mais je pense que quand tu pars en vacances, il y a beaucoup de gens qui, quand ils partent en vacances, ils reviennent, ils sont sereins, ils sont bien, il y a des petites tensions qu'ils ont plus, etc. Alors certes, le travail, ils l'ont arrêté, mais ils ont été soumis à plein de stimulations auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Ils ont rencontré du monde, ils ont été plus au contact de la nature, ils ont vu des couleurs, ils ont vu des animaux, ils ont passé du temps en plein air, etc., etc. Tout ça, c'est des stimulations visuelles, auditives, tactiles, etc., etc. Et tout ça, ça impacte. Et pour moi, c'est pas un hasard si après tes vacances, bah, tu te sens un peu Hmm. mieux. Bah ouais, déjà, tu sais, il y a un stress physique, un stress mental. Et ça, c'était Julien Pinot de Strongfit, tu sais, qui m'avait expliqué ça. Et il avait bien expliqué, donc je vais vous le réexpliquer ici. Tu as une balance à la base. On avait à peu près autant de stress physique que mental, tu sais. Et bah, tu sais, avant, tu allais chasser, tu allais cueillir. Et bah, si tu n'avais rien, bah, tu avais le stress de ne pas pouvoir manger. Ou si tu allais à la chasse, peut-être le stress de ne pas tomber dans un ravin parce que sinon tu mourrais, etc. Tu vois. Et c'est assez équilibré. Tu vivais pas dans le confort. Donc à chaque fois, ton stress physique bah, te permettait toujours bah, de mettre en éveil tous tes sens. Mais maintenant, tu vois, ça c'est le physique, hein. Ça c'est le mental. Maintenant, physiquement, eh ben, déjà, je suis tout le temps dans le confort. Je m'entraîne de moins en moins. Mes acquis de développement, quand je suis enfant, ils sont de moins en moins bons. Donc, je suis vraiment en bas. Mais en plus de ça, mentalement, j'ai TikTok, Instagram, qui me rappellent en permanence que la vie de tout le monde, elle est bien mieux que la mienne. Tu vois, même si c'est fake, tu vois. Mais j'ai l'impression que tout est mieux. Oh, et puis tout le monde part en vacances. Et puis c'est dur de finir les fins de mois. Et puis il faut que je paye les vacances pour ma famille. Et en fait, quand tu fais que augmenter ton stress mental et que diminuer ton stress physique. Donc il y a une balance. J'aime bien les balances, décidément, aujourd'hui. Il y a vraiment un fossé, un écart qui se fait de plus en plus. Il faudrait diminuer ce stress mental, enfin, augmenter le stress physique. Et du coup, là, Julien Pinot, lui, ce qu'il conseille, c'est bah, améliore ton stress physique dans l'inconfort, prends des sandbags, va marcher 1 kilomètre avec sa sandbag, fais du sport, bouge-toi, enfin bref, tu vois, euh, améliore tout ça pour améliorer ton stress physique qui remonte un peu, que ton corps il comprenne bah, qu'il a besoin d'exister. Et à côté de ça, ben soigne ton stress mental, diminue tes tensions. Donc voilà. Et on vit dans une époque où, moi je le vois, hein, parce que j'ai fait une réorientation complète professionnelle il y a quelques mois, et donc les gens m'en parlent beaucoup autour de moi, etc., etc. Moi j'ai lâché un truc
bah, qui me demandait, alors ça payait bien, mais ça me demandait un gros stress mental. Tu vois, beaucoup, beaucoup de temps de travail, etc. J'ai lâché ce truc-là, mais c'était impressionnant. Je me sentais pas plus stressé que ça. Mais juste de l'avoir lâché, j'ai un sentiment de liberté quotidien, tu vois. Et donc, quand il y a quelque chose qui va pas, parce que les gens, ils sont souvent là à me dire, ouais, mais, ah, et puis je me plais pas dans mon boulot, ah, et puis c'est contraignant, et ci et ça. Et il y a des gens, ils vont te le répéter pendant 2, 3 ans. Mais peut-être qu'il faut que tu le lâches. Ouais, mais la société veut que j'ai mon CDI. La société veut que, tu vois, je gagne mes 1000 et quelques par mois ou 2000 par mois, etc. Peut-être qu'il y a d'autres manières de le faire, en tout cas qui vont moins t'impacter et qui vont te rendre plus heureux. Mais si déjà dans ta vie de tous les jours, tu as une contrainte quand tu te lèves, bah, potentiellement, tu vas avoir du stress mental et tu vas avoir du stress physique qui va venir. Mais, de toute façon, on en parlait au début et on en revient toujours à la même chose. Si tu te sens stressé, etc., c'est ton système nerveux qui, en gros, je schématise, mais c'est ton système nerveux qui t'alerte qu'il y a un truc qui va pas. Et il y a beaucoup d'athlètes, en tout cas avec lesquels j'ai pu travailler, qui me contactent parce qu'ils comprennent pas pourquoi, ils ont des petites douleurs, ils progressent pas, etc. Mais quand tu creuses un peu, bah, en fait, leur travail ne leur plaît pas. Au niveau sensoriel, des fois, c'est une catastrophe. Donc déjà, ton entraînement de force, donc déjà, ça, l'intensité, le volume, quand tu es à haut niveau, il est là, quoi. Donc, Hmm. tu es haut dans ton système sympathique et après, tu n'arrives pas à revenir, à renormaliser vers le parasympathique pour avoir une récup bonne, une progression bonne parce que ton travail ne te plaît pas, tu es stressé à la maison, tes entrées sensorielles sont catastrophiques. Bah forcément, au bout d'un moment, ton système nerveux il dit eh oh, là, c'est un peu trop, stop, faut s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Après, on dit pas qu'il faut quitter son travail. Non. Parce que tout objectif doit être smart, tu sais, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Et j'aime bien rajouter le E dans smart. Donc, tu sais, je me fixe un objectif, je veux quitter mon travail parce que ça me plaît pas. OK. À la fin, le E, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce smart? C'est est-ce que c'est écologique pour moi et économique? Est-ce que c'est écologique pour moi de quitter mon travail tout de suite si j'ai rien à côté? Tu vois, si à la limite, je peux me dire, système français, euh, je peux bénéficier d'une indemnité de départ et en plus de ça, bah de Pôle emploi, tu vois, pendant un an. Ça me laisse le temps de retomber sur mes pattes, de créer mon système, etc., etc. Voilà, c'est cool. C'est peut-être écologique et économique pour toi. Mais si ça impacte ta vie de famille parce que tu as un crédit, que tu as 3 enfants, etc., que tu habites à Paris, ton loyer est super cher, bah, j'en sais rien, tu vois. Bah, il faudra peut-être pas le faire. Il faudra peut-être trouver d'autres solutions et puis y aller crescendo. Peut-être descendre sur un 80%, commencer peut-être autre chose à côté, descendre sur un 50%, augmenter la chose à côté. Des fois, mettre peut-être un peu plus d'effort sur ce que tu veux faire plus tard. Tu sais, si tu le fais à côté de ton boulot. Donc, bah, le soir, je vais rentrer. Dès que les enfants sont couchés, je vais travailler un peu plus pour ma future vie. Tu fais ça pendant quelques mois pour après te lancer. Mais il faut vraiment, voilà, que l'écologie soit respectée pour toi-même et ta famille. De toute façon, avant de quitter son travail parce que tu te sens stressé et que ça va pas, il y a plein d'autres choses à faire en fait. Alors peut-être que Ouais. effectivement, tu es hyper malheureux dans ton travail, mais c'est pas parce que tu te sens stressé au quotidien que c'est ton travail le responsable. Que peut-être que tu as juste un système vestibulaire merdique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout est relié, hein, de toute façon. Donc, voilà, on essaie de mettre en place des choses et après, on voit ce qui se décoince, tout simplement. C'est pour Ouais. ça, je rebilante régulièrement les gens, hein. Moi, les gens, ils viennent me voir. Je les vois en moyenne toutes les 3 ou 6 semaines. Systématiquement, je refais un bilan. Alors, on a deux types de bilans. Chez Labo, c'est un bilan de 1 heure et demie, comme moi, je peux faire en cabinet parce que je ne fais que ça. Et un bilan qui dure 8 minutes. Et ce bilan de 8 minutes, il te permet très rapidement de voir ce qui va pas. Donc, on regarde les nerfs crâniens, le cervelet, on regarde les réflexes archaïques. Et en 8 minutes, ça te permet de dire, OK, tiens, on en est là. C'est le thermomètre, en fait, de ma séance et de mon suivi. Et ça me permet de dire, OK, tiens, maintenant, on va travailler là-dessus. Et puis, on va travailler là-dessus. Voilà. Et le faire régulièrement. Comme en fait, quand tu es coach sportif, tu fais des tests régulièrement pour voir ta progression. Bah, là, moi, mes tests, c'est mon petit bilan d'8 minutes. Et c'est super important. Sinon, on se trompe, on va.
Tu vois, une fois, j'avais une petite là qui venait pour des séances. Et j'avais déjà eu son frère, son grand frère, 2 ans avant. Donc des grosses difficultés d'apprentissage et motrices, tu sais. Donc à la base, le problème, c'était, ben, mon fils fait du hand, il n'arrive pas à attraper la balle, et quand il tire, ça part toujours à côté, tu vois. Donc moi, ça tilt, je me dis, ok, il y a peut-être ça. Et je lui demandais comment ça se passe à l'école. Ouh là là, compliqué, l'écriture c'est dégueulasse, enfin bref, il se tient pas bien sur sa chaise. Donc on aura reconnu le réflexe tonique asymétrique du cou. C'était le majoritaire. On a travaillé un petit peu sur ces réflexes pendant enfin pendant 3, 4 mois avec le jeune, et tout s'est amélioré. Il s'est retrouvé en équipe une en handball, à marquer des buts, etc., etc., à mieux écrire à l'école. Et la mère m'avait envoyé les avant-après là, de l'écriture, c'était tout simplement exceptionnel. Et c'était cool. Et donc, 2 ans plus tard, elle m'envoie la petite, qui avait 2 ans de moins. Et donc là, elle avait 9 ans quand elle me l'envoie. Même difficulté que le grand frère. Donc, je me dis, bon, bah tiens, c'est cool. Ça va être facile. On commence à réintégrer les réflexes archaïques. Et à un moment, je la vois pas pendant 1 mois et demi parce qu'il y avait eu la rentrée des classes. Donc, la maman avait attendu un peu. Et quand je la revois, je dis, vache, on avait réintégré le RTAC et d'autres réflexes. Et je la vois marcher, je dis, ouais, il y a un problème. Je refais le bilan des réflexes archaïques et là, tout avait lâché. Ah, je dis, ah, c'est quand même bizarre. Donc, je demande à ma mère, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi ça a lâché? Ah, ben, nouvelle année scolaire. Ma fille a eu un gros problème avec la maîtresse. Elle a été traumatisée. Donc voilà, le stress, encore une fois, qui est venu mettre bah, de côté tout le travail qu'on avait fait en place. Donc il a fallu retravailler sur le stress. Donc là, je lui ai dit, OK, bah tiens, on va aller travailler en parallèle avec une hypnothérapeute. Ils ont trouvé une hypnothérapeute dans leur coin. Ils faisaient 1 heure et demie de route hein, pour venir me voir. Euh, dans leur coin, on a trouvé une hypnothérapeute qui travaille aussi sur les apprentissages. Et donc, conjointement, on a travaillé ensemble sur les problématiques de stress et d'apprentissage. Et donc voilà. Et là, ce qui a permis d'aller mieux par la suite. Mais tu vois, tu es obligé de bilanter. Parce que sinon, tu vois pas les évolutions ou tu vois pas s'il y a eu un problème qui a fait tout capoter. Parce que la vie, c'est ça, c'est fait de stress. Donc voilà, là aujourd'hui, tout va bien. Si la semaine prochaine, je le souhaite à personne, mais il y a une maison qui brûle, etc., vous n'avez plus rien, ben là, vous allez avoir un tellement gros stress que ça va impacter toute votre sphère motrice, psychologique, etc., et Bah, cognitive. Bah, exactement comme tu le dis, c'est super important de bilanter parce qu'il peut se passer mille choses en fait entre le moment où tu es intervenu et le moment où tu vas revoir la personne. Et pour la petite anecdote, encore une fois, j'ai travaillé avec un athlète en force athlétique pendant un petit moment. Et en fait, sur son bench se passait très très bien, aucun problème, tout allait bien. Je travaillais avec lui à distance et un jour, il fait une compétition. Et incompréhensible, toutes ces barres de bench ne passent pas. Il bulle toutes les barres. Et c'était des barres, tu vois, qu'il avait déjà fait à l'entraînement. Hmm. La première barre, tu fais pas un max en première barre, tu vois. Je comprenais pas pourquoi, etc. Il m'envoie les vidéos. Et en fait, je lui pose deux, trois questions, etc., etc. Et je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'en fait, juste au-dessus de lui, il a fait sa compétition dans un gymnase et juste au-dessus de lui, en fait, il y avait un gros spot lumineux. Et en fait, avec Ouais. les questions que j'ai pu lui poser, les petits tests à distance, je me suis rendu compte qu'il avait un gros moro, un moro énorme. Et du coup, forcément, le spot lumineux au-dessus de lui, mais alerte, alerte, alerte fois 1000. Les pieds n'étaient plus du tout fixés au sol, les scapulas non plus, la barre ne montait pas. C'était une catastrophe. Et en fait, bah, tout ce qui fonctionnait à l'entraînement avant parce qu'il était dans un milieu sécuritaire qu'il connaissait très bien, et bah, le jour où paf, il fait sa perf sous un gros truc qui le met en situation de stress, bah, forcément, ça l'impacte, la Hmm. barre ne monte pas, mais bah oui, il y a deux environnements différents, donc il peut se passer mille choses en fait entre un moment A, un moment B, un lieu A, un lieu B, parce que comme tu l'as dit au début, bah, tout est fréquence en fait, et tout va. Ouais, et puis il faut se dire un truc, c'est bon, souvent quand tu as un moro et c'est visuel comme ça, c'est souvent un réflexe de peur paralysante qui est encore actif. Et et c'est vraiment le réflexe de peur paralysante, c'est vraiment le réflexe de merde, hein. Désolé, mais c'est le cas, c'est le truc le plus dur à bosser. Et il faut se rappeler un truc, c'est que l'émotionnel projette sur le tronc cérébral. Mais la première chose sur laquelle projette en fait compte le stress, le danger perçu par le cerveau, ben, c'est au niveau du mésencéphale. Le mésencéphale, c'est la partie haute du tronc cérébral. Et c'est là où il y a notamment les nerfs crâniens 3 et 4, qui sont des nerfs
de la vue, de la vision. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment complexe, qu'il faut vraiment comprendre ça pour venir améliorer après la motricité. Donc si on ne travaille pas sur la vision, potentiellement on va avoir des problématiques encore plus si, il y a de l'émotionnel qui joue dedans. Mais ouais, les gens qui vont dehors et qui disent, tu sais, quand ils roulent la nuit, qui te disent, ah ben, moi j'arrive plus à rouler de nuit parce que ça me fait mal aux yeux. On va discuter de ça. Il y a quelque chose. C'est sûr. Donc voilà, ouais, le réflexe de peur paralysante, c'est vraiment embêtant. Et le réflexe de peur paralysante, c'est quoi? Il se développe normalement dans le ventre de la maman et c'est le réflexe un peu de stop. Tu sais, je me freeze. Donc si tu es en train de faire une perf et que là, tu as un gros spot lumineux qui arrive dans tes yeux et que bah, du coup, ton système visuel, il est pas du tout safe par rapport à ça, bah, ça va juste dire à ton corps stop. Tu vois? Et donc, le bébé, vous savez, quand il y a un danger, dans le ventre de la maman pour qu'il puisse se développer, bah, dès qu'il y a un danger, hop, il s'arrête et puis après il rebouge. Hop, il s'arrête et il rebouge. Ouais, t'imagines le coût énergétique que ça demande en fin de compte. Et toi, adulte, tu dis non, moi il faut que je bench, tu vois. Et ton corps en même temps, il te dit non, il faut que tu t'arrêtes. Bah, forcément, bah, tu vas sous perf. C'est clair, encore une fois, ben, tout joue, quoi. Et du coup, pour Mm. en revenir un peu plus spécifiquement à la posture, au final, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout ce que tu nous racontes, s'intéresser à la posture, en fait, c'est s'intéresser, en gros, au fonctionnement du système nerveux. Ouais, ouais, ouais. Et fonctionnement de la personne, en fait, c'est une approche très, très holistique. Tu vois. Donc c'est vrai qu'au début, moi je suis allé un peu partout, tu sais, pour farfouiller, pour comprendre. Donc comme je disais, tu vois, je me suis entraîné beaucoup en préparation physique, j'ai passé énormément de certifs dedans. Après, je suis parti dans le milieu du mental, j'ai passé énormément de diplômes dedans, que ce soit en gestion du stress, que ce soit en prépa mentale, hypnose, PNL, sophro, EMDR, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Mais moi, je ne le travaille pas, ça. Je réfère à des gens. Mais j'avais besoin de la compréhension. Et ce qu'on essaie de faire via la BORNP, c'est justement d'éduquer les gens à cette approche holistique pour que les gens comprennent, bah, attends, moi j'ai quelqu'un qui vient me voir avec une problématique devant moi, bah, je dois un minimum comprendre ce qu'il y a pour pouvoir référer au mieux. Parce être posturo, ça veut pas dire forcément je vais tout traiter moi-même. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses que je peux exercer, et il y a d'autres choses, il va falloir que je réfère. Grosse problématique au pied, je réfère à un podologue. Grosse problématique au niveau de la mâchoire, je réfère à un dentiste. Grosse problématique émotionnelle, je réfère à un professionnel de l'émotion, quoi. Ben, c'est clair, de toute façon, on ne peut pas être compétent dans tout. S'il y a des Non. spécialistes, c'est bien que ça sert à quelque chose. De mon côté, je travaille beaucoup avec les réflexes, la respiration, quand je travaille en rehab avec des athlètes, mais je travaille très très souvent avec d'autres professionnels parce que je ne peux pas tout régler, tu connais pas tout. Et en fait, Hmm. il y a 10 000 trucs qui vont influer. Forcément, il faut déléguer en fait ce sur quoi tu ne peux pas agir. Il n'y a aucun problème à déléguer. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, je trouve, qui ont encore du mal à dire, ah ben va voir peut-être ce professionnel-là, il est plus calé que moi dans ce truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui ont du mal à réorienter leurs athlètes et c'est une Ouais. catastrophe. En fait, ils forcent les choses et ça va pas du tout mieux, quoi. Mais c'est une approche très francophone, hein, parce que tu sais, aux États-Unis, tu as moins de problématiques, parce que chaque spécialiste fait son truc, tu vois. En France, on a peur de se faire voler le sportif, tu sais. Donc, non, moi, je pense qu'une personne te remerciera si justement tu as su bien la réorienter. Et Ah c'est bah, ça le principe. Moi, une fois, j'ai eu un jeune aussi, pareil, un petit qui vient me voir des problématiques. Dès qu'il allait à l'école, il vomissait le lundi, etc. Et on discute avec la maman. Mais c'est quoi sa routine? Est-ce que c'est l'école? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce que ça se passe pas bien à l'école? Tu sais, c'est peut-être ça aussi. Il y a quelque chose au niveau de l'alimentation, tu vois, à checker. Et donc, on parle un petit peu de l'alimentation. Et en fin de compte, un cheminement se fait dans la tête de la maman et elle m'envoie un message 2 semaines plus tard. Elle me dit, mais c'est bon, il n'y a plus de problème. En fin de compte, tous les lundis matins, c'était tous les dimanches soirs, je sais plus quoi, son fils, son rituel, c'était de boire du lait. Et en fait, le lait le mettait complètement en vrac. Depuis qu'il a arrêté le lait, il n'y avait plus de problème. Tu vois, en fait, cette approche, je suis formé en nutrition, j'ai fait plein de formations en nutrition. Je me sens pas nutritionniste, hein, et je réfère aussi quand il y a des problèmes. Mais là, juste d'en parler, d'avoir la conscience qu'il peut y avoir une problématique, ça permet peut-être d'aider quelqu'un.
tu vois. Et c'est ça, en fait, l'objectif, c'est avoir cette vision globale pour dire, ah, on va aller checker plusieurs choses. Moi, je n'ai aucune vérité. Je ne sais pas si ce que je vais faire, ça va marcher. Et c'est ça l'approche un peu de la méthode bazooka aussi. Je ne sais pas si, en fait, la méthode bazooka, il y a quelque chose qui va t'aider plus que l'autre. Par contre, je sais que dans cette méthode bazooka, il y a tellement de choses qu'il y a forcément quelque chose qui va, à un moment, te permettre d'avancer. Et il y a un truc aussi que j'aime bien là chez Julien Pinault de StrongFit, c'est lui, pour voir l'état de stress des gens, il fait un test de lactatémie, tu sais, petite pique de sang, la bandelette, etc. Et lui, il se dit, bah, en fonction du taux de lactate qu'il y a au début de l'entraînement, eh ben, il va faire plus tel type ou tel type d'entraînement. Ok. Bon, le problème, c'est piquer quelqu'un alors que tu es coach sportif, bon, c'est pas trop top en France. Donc lui, il n'est pas en France, il peut se le permettre. Et j'en ai discuté aussi avec Didier Ress. Didier Ress m'avait dit, bon, la machine mesure le lactate, c'est pas ouf fiable à 100%. Donc voilà, on peut sous-peser. Par contre, avec la neuro, on a un pouvoir énorme. On bosse beaucoup, tu sais, à base d'avant-après en neuro. Tu fais un exercice, tu vois si ça améliore ou pas. Mais on peut faire exactement la même chose en échauffement. Tu vas placer, bah, tu vas faire, je sais pas moi, aujourd'hui ta séance c'est plutôt basée haut du corps. Tu vas faire un exercice, je sais pas moi, pliométrique. Tu vas faire avant-après, est-ce que ça a amélioré un output, tu vois? Et je vais voir, bah, est-ce que j'ai besoin de pliométrie aujourd'hui ou pas? Je vais faire la même chose avec de l'excentrique, mais tu vois, c'est des trucs que tu vas faire. Je fais 2 répétitions pliométriques de pompe. Je fais un avant-après. Je fais une répétition d'excentrique. Je fais un avant-après. Une répétition juste de concentrique. Un avant-après. Une répétition d'isométrie overcoming. Une répétition d'isométrie yielding. Et là, je vois qu'est-ce euh, qu'est-ce que mon système nerveux a le plus aimé aujourd'hui. Et là, j'adapte mon entraînement en fonction. Et là, ça me permettra de dire, OK, aujourd'hui, je vais faire un entraînement vraiment de qualité parce que je sais ce dont la personne a besoin. Et tant pis, si t'es marqué excentrique aujourd'hui, tu dois faire du pliométrique. C'est pas grave. Le système nerveux, lui, il sait ce qu'il a besoin de faire. Donc voilà. Là, on est dans une approche vraiment fine. Yes, après, bon, tout le monde ne peut pas faire ça tous les jours à tous ces trainings, mais en tout cas, le Ouais. fait que tout ça, ce soit une approche holistique, c'est vraiment cool parce que, en fait, il y a, tu vois, moi, je travaille beaucoup avec des athlètes de haut niveau ou en tout cas qui vont vraiment chercher de la performance. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui opposent le sport santé et le sport performance, alors que pour moi, alors Mm. certes, le sport santé, c'est pas du sport performance et inversement, mais pour moi, ils sont vraiment sur le même continuum parce que si t'es pas le plus en santé possible, si ton système nerveux, il est en alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, tu vas pas pouvoir performer au long terme en fait. Et faire du sport performance de la meilleure des façons, ça passe par prendre en compte ce que ce que ton système nerveux t'envoie comme Mm. message. Mais 100%, les gens, ils nous demandent souvent, qu'est-ce que je dois faire pour tel sport en neuro, en réflexe archaïque? Mais en fait, non, c'est pas pour un sport. C'est un être humain avant d'être un sportif. Donc, optimise ton système nerveux, optimise tes entrées sensorielles, et après, tu vas pouvoir performer dans ton sport. Et on peut le voir à tout niveau. Il y a toujours une entrée sensorielle qui bug chez les moins de personnes, parce qu'on est tous pareils, on est tous confrontés aux mêmes problématiques dans le quotidien. Donc, optimise ton système nerveux. C'est la même chose, la même base pour tout le monde. On est tous censés avoir, sauf complications, tu sais, ou problèmes neurodéveloppemental, on est tous censés avoir les mêmes bases. Travaille sur ces bases et tu vas voir, ça va améliorer le reste. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut conclure sur ça. Ça fait un petit peu moins d'une heure qu'on parle, mais je pense que c'était plutôt complet. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin, dire un dernier truc, ou c'est ok pour toi? Ah, écoute, c'est super cool. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est rester le plus ouvert possible. Ne vous mettez pas de frontières et ne pensez pas que vous avez la solution parce qu'en fin de compte, il existe toujours des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, restez ouvert au maximum et renseignez-vous, apprenez au maximum. Voilà. Et même si la solution que tu trouves comme solution est là à cet instant T, bah peut-être que demain, ce sera une autre solution qui sera ok. Exactement. Et ce qui marche sur une personne ne marche pas forcément sur une autre personne. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver rapidement? Bah, sur Internet, via Labo RNP ou sur Facebook. Labo RNP, on est un peu partout en fait, hein, sur tous les réseaux sociaux. Et puis moi, en perso, Adrien Chartier, sur Instagram, Facebook, voilà. Ok, et ben écoute, je te remercie et puis ben, merci beaucoup à tous les gens qui auront écouté. Salut! Merci à tout le monde. À bientôt.